radio27.be, bien entendu. Soyons curieux. Soyons curieux. Soyons curieux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez en fait avec le micro? Oui, apparemment c'est bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas mis mon casque assez fort. Voilà, tout simplement. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur radio27.be pour cette première émission Soyons curieux de l'année 2018. Alors je crois que je peux encore vous souhaiter une bonne année, pleine de bonnes choses et que vos rêves se réalisent. Pour cette seconde année de Soyons curieux, pas de grands changements en vue. En effet, pourquoi changer quand tout roule, évidemment? Cette émission est toujours produite conjointement par Laïcité Brabant Wallon et le Centre régional d'intégration du Brabant Wallon. Et j'ai toujours le plaisir d'animer cette émission avec Annabelle Duhaut. Bonjour Annabelle. Bonjour Patrick. Est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Voilà, les vacances et le nouvel an, tout s'est bien passé? Ça a été. Alors, vous écoutez et vous visionnez sans doute en ce moment l'émission en direct sur le web via la page de radio27.be. Alors, n'hésitez pas à nous interpeller, nous ou notre invité du jour, que ce soit via le chat ou via notre page Facebook. Nous prendrons le temps de lire et de répondre à vos commentaires et vous pourrez ensuite, dans quelques jours, télécharger l'émission et la partager autant que vous le voulez. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, eh bien, on peut commencer. Alors Annabelle, qui accueillons-nous aujourd'hui? Eh bien, ce vendredi, on accueille dans nos studios un entraîneur de foot du FC Kraïnem. Un entraîneur de foot? Mais de quoi? On glisse vers des émissions sportives maintenant? On troque Soyons curieux pour Studio Foot Radio 27? Mais j'avais dit qu'il n'y avait pas de changement. Non, pas du tout Patrick. Carton jaune, notre invité s'inscrit pleinement dans la ligne éditoriale de Soyons curieux. De plus, c'est en lien directement avec les valeurs défendues par le CRIBEWE, puisque son club de foot bruxellois mène un réel projet social et d'accueil des migrants. Un projet pas comme les autres dont on parle bien au-delà de nos frontières. Bonjour Benjamin Renaud. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Ah bah oui, ça c'est le coup de sifflet, ça c'est pour montrer que l'émission démarre. C'est comme ça que ça se passe sur un terrain de foot. Absolument, oui. Alors, d'abord, donc, tu viens du FC Kraïnem. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le club, son historique? Voilà, donc on est un club de la périphérie bruxelloise, comme vous venez de dire, un petit club qui a priori n'a rien de spécial, si ce n'est que nous avons une population assez mixte. On a environ 300 jeunes qui viennent de plus de 40 pays différents. Donc on a vraiment une multiculturalité très importante et c'est vraiment notre fierté au sein du club. Et c'est ce qui nous a amené, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en septembre 2015, à lancer un projet d'accueil de réfugiés. Donc on est maintenant à notre 3e saison. On a accueilli plus d'1 millier de réfugiés déjà dans notre club qui viennent pour non seulement s'entraîner au sein de nos équipes de jeunes, mais ils y suivent également des cours de langue. D'accord. Et donc, alors avant de partir sur l'ensemble du projet, on va d'abord découvrir aussi qui tu es, toi. Donc, tu es coach là-bas au FC Kraïnem. C'est ça. Donc j'ai plusieurs fonctions. Je joue au club d'abord. Je suis joueur de l'équipe première. J'y joue depuis que je suis tout petit. Je suis coach également, et puis je coordonne le projet d'accueil de réfugiés maintenant, comme je l'ai dit, depuis un peu plus de 2 ans. Et donc tu es professionnel alors du foot? Non, c'est un niveau amateur. On joue en 3e provincial, mais mon métier n'est pas joueur de foot, malheureusement. Et donc ton métier Non, je suis étudiant pour le moment, en dernière année. Dernière année, bien. Donc ici le mois de juin, voilà, mois, c'est ça, exactement. Dernière année de quoi du coup? En sciences politiques. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est très très loin du foot, ça. C'est loin du foot, mais c'est pour ça que ça se rapproche de la thématique. Alors justement, ce projet qui, me semble-t-il, s'appelle Welcome Young Refugees. C'est ça, oui. C'est bien ça le nom du projet. Qui est à l'initiative au départ de ce projet? C'est toi? Alors c'est pas moi tout seul, on était à plusieurs au sein du club, la période c'était le mois de septembre 2015, vraiment au cœur de la crise des migrants, comme on appelait ça. On s'est réunis un jour, on s'est dit mais là, en regardant la télé, il faut faire quelque chose, en voyant tous ces jeunes, toutes ces personnes qui venaient en Belgique, en Europe en général, et là on s'est dit on va faire quelque chose au sein du club, on va les intégrer, on va les faire jouer au foot chez nous. Donc on a pris contact avec Fait d'Asile
pour voir comment il était possible de créer un partenariat avec eux. Et le centre le plus proche du club, c'est celui de Woluwe-Saint-Pierre à Bruxelles. Ils étaient directement emballés par l'idée, parce que forcément ces centres-là ont une demande importante d'activité pour leurs jeunes. Et donc c'est comme ça que s'est mise en place assez rapidement en fait une collaboration. Des jeunes de Woluwe-Saint-Pierre sont venus plusieurs fois par semaine chez nous à Krainem pour s'entraîner. D'accord. Et donc ça, c'est le comité qui décide ce projet-là. C'est ça, oui. Donc ça s'est fait assez rapidement. On n'a même pas, au début, on n'a même pas consulté toute la communauté du club. Donc les joueurs et les entraîneurs du club n'ont pas eu vraiment leur mot à dire. Quelque part, c'était pas très démocratique. On a décidé comme ça, paf, c'était lancé. Et justement, comment est-ce qu'ils ont réagi quand le comité arrive et dit voilà, à partir de maintenant, boum, il y aura des joueurs du centre fait d'asile. C'est pas évident parce qu'on retrouve quand même sur des terrains de foot une sociologie assez large. On retrouve des gens à la fois probablement très ouverts et puis probablement des gens qui ont une vision peut-être un peu plus étriquée ou peut-être un peu plus basée sur des préjugés par rapport aux personnes étrangères. Comment est-ce qu'ils ont réagi? C'est vrai, c'était un petit peu notre crainte au début qu'il y ait des réactions un peu plus négatives. C'est comme vous le dites, un club de foot, ça représente un petit peu toute la société, donc il y a tout type de personnes. Mais étrangement, il y en a eu très peu. En tout cas, moi, j'en ai jamais. On m'a jamais fait de remarques négatives à ce sujet. C'est sans doute aussi lié à la sociologie du club. Comme je disais, on est un club assez multiculturel et on a vraiment une population très ouverte et très accueillante qui a directement trouvé ça formidable et il y a eu une campagne qui s'est lancée toute seule de collecte de vêtements, de chaussures pour habiller ces jeunes quand ils venaient s'entraîner chez nous, parce que comme je disais, ça s'est fait assez rapidement et ces jeunes n'ont rien pour jouer. Et donc il y a eu vraiment une mobilisation au sein du club qui s'est fait naturellement de gens qui s'impliquaient pour aider ces jeunes. Donc vraiment, non, j'étais très agréablement surpris par la bienveillance de toute la communauté du club qui jusqu'au jour d'aujourd'hui accueille ces jeunes. Donc c'est ça, donc les 42 communautés qui sont présentes dans le club, c'était déjà un état de fait avant que les personnes migrantes alors venant du centre de fait d'asile de Woluwe... Si on refait le compte, on a peut-être doublé même le nombre de nationalités, c'est vrai. Alors, ça doit quand même pas être facile non plus d'avoir autant de nationalités différentes. On sait aussi que les migrants fuient des guerres, fuient des conflits, mais que parfois ils se retrouvent face à des personnes d'une communauté qu'ils identifient en tout cas comme étant l'oppresseur dans leur propre pays. Comment vous gérez ça au quotidien dans le club? Oui, c'est vrai que ça c'est pas toujours évident. On ne sait jamais très bien d'où viennent ces jeunes. On connaît forcément pas leur histoire. On se doute souvent qu'ils ont des histoires très dures, qu'ils ont un passé très dur, notamment leur traversée de l'Europe, mais même dans leur pays, ils ont souvent vécu des choses terribles. Et c'est pas évident pour nous de communiquer avec eux par rapport à ça. On n'a pas envie de faire forcément le premier pas. Leur envoyer plein de questions par rapport à ça. Donc on les laisse faire, on essaie de les laisser dans une zone plus ou moins confortable, de pas trop les embêter avec ça, mais d'un autre côté, pour vraiment réussir leur intégration au sein du club, il faut qu'ils sortent un petit peu de leur cocon, il faut qu'ils quittent un peu cette zone de confort pour aller vers l'autre, quel qu'il soit. Donc de temps en temps, ça arrive forcément qu'il y ait des petits pépins, mais en règle générale, ça fonctionne assez bien et ces jeunes arrivent au bout de quelques séances à se décoincer, si c'est le cas, et à parfaitement s'intégrer au sein du club. Je me demandais, tu parlais de communiquer entre vous, vous parlez anglais du coup je suppose Alors oui, ça forcément, ça dépend de l'origine des jeunes. On a beaucoup de jeunes Afghans. Et donc là, il faut espérer qu'il y en ait dans le groupe qui parle anglais, parce que forcément, français, néerlandais, on en parle même pas. On oublie, oui. Oui, parce que même nous, parfois, on a difficile. Mais déjà, à l'échelle locale, c'est compliqué, donc oui. Et donc ça dépend du groupe. Il y a des groupes qui sont déjà scolarisés en français ou en néerlandais. Et donc là, ils ont déjà une base... et ça permet de communiquer. Sinon, oui, il faut passer par l'anglais et espérer qu'ils aient un certain niveau, mais c'est pas toujours évident. Et puis on a des jeunes d'origine africaine qui eux parlent français, donc là c'est plus facile. Le challenge est moins compliqué. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce que permet le football, et c'est pour ça que ce projet peut fonctionner et peut servir vraiment dans leur intégration. C'est que pour jouer au foot,
il faut pas nécessairement parler la langue de ses coéquipiers. Le foot, ça permet justement ces jeunes de se rencontrer, de tisser des liens d'amitié, et puis c'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître, et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet, que je pense qu'il fonctionne. Oui, effectivement, hein, on peut dire effectivement que le sport, c'est un langage universel et c'est propice à la création de liens sociaux, évidemment. Au-delà des mots, un peu peut-être comme la musique aussi, qui pourrait être un élément comme si... Je vais te citer dans une des interviews que tu as menées avec la presse écrite. Tu dis, l'année dernière, on avait des équipes composées uniquement de réfugiés, mais cette année, on a décidé de mélanger les joueurs. Alors, pourquoi ce choix, pourquoi ce changement finalement d'organisation? Donc ça doit être une interview de l'année dernière. Oui. Donc, ça, parce que, donc, quand on a... J'ai enlevé la photo, mais... La date exacte. Non, mais voilà, on va répondre à la question. Donc oui, en effet, comme je disais, quand on a lancé le projet, ça s'est fait assez rapidement. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose vraiment sur le court terme. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc on leur a donné un entraînement spécifique. Plusieurs fois par semaine, on accueillait des jeunes qui avaient leur propre entraîneur et qui s'entraînaient chez nous. Et puis au bout de quelques semaines, on s'est dit, bon, c'est déjà très bien ce qu'on fait, mais si on veut vraiment être un projet d'intégration, il faut franchir un pas supérieur. Il faut intégrer ces jeunes dans les équipes du club, parce que là, c'est vraiment c'est de cette façon-là qu'ils vont être en contact avec les jeunes du club. Alors évidemment, c'est un challenge plus important parce que ça demande aux entraîneurs et aux joueurs de s'adapter, de faire un effort. Donc c'est pas toujours évident. Notamment, on parlait de la langue. S'il faut intégrer un groupe d'Afghans qui parlent pas français du jour au lendemain, c'est pas évident. Donc on a réfléchi un peu, on s'est adapté pour avoir des groupes qui soient pas trop importants. Donc on a environ entre 5 et 10 jeunes par jour qui viennent au club 3 fois par semaine, et ça permet de pouvoir scinder ces groupes en plus petits groupes de 2, 3, maximum 4 joueurs par équipe. Donc on fait en sorte de faire venir ces jeunes à un moment où des équipes de leur âge s'entraînent pour qu'ils puissent être intégrés en petits groupes dans ces équipes. Et de cette façon-là, les entraîneurs et les joueurs ne sont pas trop perturbés parce que le nombre de joueurs par équipe n'augmente pas trop. Et ces jeunes-là, forcément, comme ils sont plus en groupe, ils vont plus facilement aller vers l'autre. Donc c'est comme ça que le projet a évolué, et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais donc, il y a une question de gestion d'horaire là avec le centre fait d'asile qui est quand même assez compliqué. Et ça veut donc dire aussi que vous avez plusieurs équipes du 14, vous avez plusieurs équipes de U15, U16, etc. Enfin, voilà, moi personnellement, j'habite Ytre. Il y a une équipe de chaque âge par niveau. Donc, il y aurait 10 qui arriveraient. Ben, ils devraient tous les 10 rentrer dans la même équipe. Oui. Alors ici, puisque ça concerne seulement les entraînements, parfois on jongle sur une année ou deux, c'est pas très grave. Donc on a entre 1 et 2 équipes d'âge par catégorie. Ça dépend des catégories d'âge, mais il n'y a pas quelqu'un qui vient vérifier sur leur carte d'identité si c'est bien dans cette catégorie-là qui s'entraîne. Donc on essaie de faire plus ou moins selon les catégories d'âge, mais parfois il peut y avoir une petite différence. C'est pas un gros problème. Alors je continue à te citer, et tu dis on leur donne les maillots du club, ça c'est ce que tu nous expliquais, pour qu'ils fassent partie intégrante de l'équipe. Donc là il y a un phénomène de reconnaissance, voilà, ils ne sont pas des pièces rapportées, ils sont vraiment membres de l'équipe. On encourage les contacts avec les autres joueurs. Le club aimerait les affilier, mais les demandeurs d'asile ne peuvent pas jouer les matchs. C'est vrai que c'est frustrant pour eux, reconnaît Benjamin. C'est une question de documents d'identité et d'autorisation parentale. Comment est-ce qu'ils vivent ça, justement, les réfugiés Parce que, effectivement, tu dis c'est frustrant, mais comment ils vivent cette frustration? Alors, il y a 2 choses. Déjà, à l'époque, c'est vrai que c'était très compliqué d'affilier des jeunes, notamment parce qu'on travaillait avec le centre de Woluwe-Saint-Pierre, où les jeunes ne restent que quelques semaines avant de changer de centre. C'est un centre d'observation, avant d'être transférés vers un autre centre où ils vont rester plus longtemps. Donc c'est déjà très compliqué d'affilier ces jeunes, et par ailleurs il reste qu'une durée assez limitée dans ce centre, donc ça avait peu d'intérêt de le faire. Depuis, on travaille également avec les centres de Rixensart et du Petit Château, où on accueille des jeunes qui sont résidents pendant une période plus longue. Ils sont déjà scolarisés, ils y restent au moins une année, donc on accueille les mêmes jeunes semaine après semaine, et
là, c'est intéressant, ces jeunes-là, de les affilier. C'est ce qu'on a fait depuis cette année. C'est pour ça que l'interview n'est plus d'actualité. Oui, j'ai pas trouvé plus proche. Et voilà, je me rattrape aujourd'hui. Non, mais c'est très bien. Mais donc voilà. Oui, parce que effectivement, la suite de la phrase, c'était qu'il y avait un accord ou une négociation qui était avec l'Union belge. Exactement, pour essayer de trouver un moyen. Et donc l'Union belge a pris les choses en main, parce qu'on n'est évidemment pas le seul club qui se rend compte qu'il y a une population qui a envie de jouer au foot et qui aimerait bien pouvoir participer au match. Et donc ils ont mis en place un certain nombre de choses pour faciliter l'affiliation des jeunes dans des clubs de foot. Il faut savoir que la FIFA a mis des règles assez strictes pour l'affiliation de mineurs étrangers, et ça c'est lié au trafic de jeunes enfants. C'est pour éviter que des grands groupes de jeunes, comme ça s'est passé dans le passé, soit amenés en Belgique ou en Europe, et puis on se rend compte finalement qu'ils sont pas assez bons, on les laisse dans la nature. Donc pour éviter ça, il y a eu ce phénomène effectivement, et on les mettait sur des terrains vagues. C'est ça, oui. Donc pour éviter ça, la FIFA a mis en place des règles assez strictes, et l'Union belge essaie de faciliter les clubs, en tout cas de les guider, pour pouvoir affilier ces jeunes. Et donc c'est possible de le faire. D'ailleurs on l'a fait, on a déjà affilié certains jeunes, d'autres sont en cours d'affiliation, et on n'est pas le seul club d'ailleurs à le faire. Il y a une vingtaine de clubs en Belgique qui affilient des jeunes, mais c'est vrai, comme vous le disiez, c'est un peu une frustration pour les jeunes qui ne sont pas encore affiliés ou qui doivent attendre, parce que ce sont des procédures quand même assez longues. Il faut plus de documents que pour un jeune lambda belge, on va dire. Et donc c'est une question qui revenait régulièrement. Est-ce que je peux jouer les matchs le week-end? Oui, attends, ça va venir, les papiers sont en cours, blablabla. Bon. Et donc maintenant c'est possible, et donc ils sont très contents, ils sont ravis de pouvoir jouer les matchs le week-end. Alors, c'est quand même un projet où vous êtes mis quand même devant aussi une série de difficultés. Allez, j'en pointe une autre. Tu expliquais les jeunes de Woluwe, c'était des jeunes qui sont là en transit, en observation avant d'être envoyés vers d'autres centres, voire des ILA. Et donc, ils viennent au club et puis, quelques semaines, quelques mois après, ils disparaissent. Le travail de contact, alors à ton niveau, tout le travail de contact, de pouvoir garantir que la sauce prend, comme on pourrait dire, le travail, ou simplement la relation d'amitié qui peut se créer même très rapidement, des jeunes qui se retrouvent finalement sur le terrain. De nouveau, ce sont des éléments à devoir gérer. Vous êtes devenu psychologue finalement, en plus d'être coach. Non, c'est vrai. C'est très enrichissant pour nous aussi, ce projet. Forcément, on n'y pense pas au début, mais on apprend beaucoup de choses au contact de ces jeunes. Mais c'est vrai que le fait de travailler avec des centres de faits d'asile nous facilite déjà la tâche pour avoir l'assurance d'avoir les groupes de jeunes au quotidien. Et de cette façon, on ne doit pas courir après les jeunes eux-mêmes. Ça passe au niveau des centres qui règlent ça. Donc ça nous facilite quand même la tâche. Et c'est eux qui amènent les jeunes en camionnette et tout ça là. Alors en général, c'est nous qui allons les chercher, mais on s'arrange toujours avec les centres selon les disponibilités. Donc on a une camionnette au club qui permet de les transporter. Quand elle n'est pas disponible, ils viennent parfois en transport en commun, ou on s'arrange différemment, mais bon, en général, on trouve toujours un moyen de les faire venir au club. Et alors oui, vous disiez à propos des liens des liens d'amitié qui se créent. Entre les jeunes, oui. C'est vrai que entre les jeunes, ou même avec les entraîneurs ou les bénévoles ou tous les gens qui sont au club, ça peut être des parents même. On voit certains jeunes à répétition pendant plusieurs semaines, et puis du jour au lendemain, ils disparaissent et on n'a plus forcément de contact. Alors on essaye parfois de garder un numéro de téléphone ou une adresse mail ou quelque chose comme ça, mais c'est pas toujours évident. Et puis on oublie quelque part que ces jeunes ne sont pas toujours assurés de rester en Belgique. Parfois on les considère comme des jeunes normaux du club, j'ai envie de dire. Vous parliez des tenues qu'on leur offre, et c'est vrai, c'est pour ça qu'on le fait. On les habille comme tout jeune du club pour qu'il n'y ait pas de différence qui soit faite, et pour éviter qu'ils soient trop pointés du doigt, parce que c'est pas le but non plus. Le but c'est qu'ils passent inaperçus. Et donc on a tendance à oublier, c'est vrai, que ces jeunes n'ont pas toujours la garantie de rester ici, et que c'est possible que demain en fait ils soient partis, ils soient renvoyés chez eux. Et c'est déjà arrivé, et c'est assez choquant à chaque fois d'entendre ça. Parfois on l'entend, parfois on n'a plus de nouvelles d'eux,
Et voilà, bon, c'est malheureux, mais s'il faut s'attacher à tous ces jeunes, ça devient très compliqué et très triste. Et comment tu fais du coup, au niveau personnel, tu te blindes, entre guillemets, pour... Enfin, est-ce que tu limites, du coup, les contacts où tu dis, oula, je commencerai à être ami avec lui, ça sent mauvais. Non, parce que ça se fait tout seul. Hein, on peut pas dire, ah non, je vais essayer, je vais pas tisser de lien d'amitié. Justement, on essaie de faire en sorte qu'il soit le mieux possible au club. Pour les garder au club, il y en a quelques-uns qui maintenant ne résident plus dans des centres d'accueil de feuilles d'asile, qui sont par exemple logés au CPAS et qui continuent à venir au club quand c'est à Bruxelles ou dans les environs. Donc ça, c'est formidable. Ça nous permet vraiment de voir, celui-là, il a réussi quelque part. Voilà, il y a une intégration au sein du club, en tout cas, qui réussit. Et après, on espère que quand ils sont encore aux études ou quand ils cherchent du boulot, que là, ça va réussir aussi, qu'ils vont vraiment pouvoir grandir et devenir quelqu'un dans notre société belge. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir un réseau même de jeunes qui réussissent et qui restent au club. Mais on sait évidemment que c'est une minorité par rapport à tous les jeunes qui passent par chez nous. Alors, vous avez développé aussi au sein du club, à côté de l'aspect sportif et entraînement, vous avez fait le choix de développer des cours de français. Et quoi, c'est les entraîneurs qui viennent une heure plus tôt et donnent cours de français? Parce que ça ne s'improvise pas de donner cours de français. C'est vrai, non. On ne demande pas ça aux entraîneurs parce que là, je ne pense pas que ça donnerait des bons résultats. Mais ça dépend, il y en a peut-être qui sont astides dans le temps. Hein, mais... Oui, c'est possible. Mais... Ne soyons pas pleins de préjugés. Non, on a la chance d'être situé juste à côté de l'école communale francophone de Krainem. Et donc il y a pas mal de parents de joueurs du club qui sont aussi qui ont leurs enfants également à l'école, et donc c'est comme ça qu'on a fait passer le message qu'on cherchait des enseignants bénévoles, et donc on a trouvé comme ça un petit groupe, une petite communauté d'enseignants qui font ça bénévolement, qui sont vraiment très engagés. Certains sont à la retraite maintenant, d'autres continuent à travailler, donc ça c'est vraiment formidable. C'est des gens qu'il faut féliciter parce qu'ils viennent faire ça toutes les semaines avec un grand sourire. C'est vraiment super. On a vraiment la chance d'avoir ces gens-là. Alors, est-ce que c'est pas une concurrence, entre guillemets, presque déloyale par rapport à des structures qui donnent des cours de français dont c'est l'objet social? Alors, je pense à des grosses structures comme Lire et Écrire, mais aussi des plus petites ASBL qui font ce qu'on appelle dans le jargon du FLE, français langue étrangère, de l'alphabétisation. Est-ce que c'est pas se mettre en concurrence finalement? C'est pas votre objet, les cours de français? C'est vrai, mais d'ailleurs, c'est pas seulement des cours de français. On appelle ça les cours de français parce que le but, c'est un petit peu de faire des tables de conversation pour ne pas se limiter au football. Mais ça peut être beaucoup plus large. La semaine dernière, ils ont fait un atelier cuisine, par exemple. Il y a quelques semaines, ils ont fait une balade. Ils ont été ramasser des feuilles en forêt pour apprendre les arbres et des choses comme ça. Donc c'est très varié. Parfois, ils passent une heure à parler de foot, par exemple. C'est aussi une activité possible. Le but, c'est vraiment d'essayer de les sociabiliser. On leur donne pas des cours de grammaire, par exemple. On ne va pas les embêter à faire ce genre de choses. Ça dépend évidemment du public. Comme je disais tout à l'heure, certains sont des primo-arrivants, viennent d'arriver en Belgique. D'autres sont déjà scolarisés. Pour les jeunes qui sont déjà scolarisés, on essaie de trouver des activités un petit peu plus variées que de les asseoir sur un banc et de leur donner du vocabulaire ou de la grammaire à étudier. Oui, c'est ça. C'est pas l'école, en fait. Non, c'est pas l'école. Ça ne doit pas leur appeler l'école parce que là, ils sont pas contents, évidemment. Et c'est un moment de socialisation. Et donc, quoi, les joueurs des équipes peuvent participer à ces moments-là aussi, alors? Donc là, les cours de français, c'est uniquement pour les jeunes réfugiés, parce que sinon il y aurait un petit peu trop de monde. On fait ça dans des salles de classe qui sont aménagées spécialement pour ça. Et dans l'école communale, alors? Non, en fait, ce sont des salles de classe qui sont juste à côté du terrain. Ce sont d'anciens vestiaires qui n'étaient plus utilisés. Et on a fait des travaux cet été. Ils ont été transformés en salle de classe maintenant. Donc ça c'est vraiment fait pour ça, pour donner cours. Non, évidemment, ça sert également de salle de réunion pour d'autres activités, mais ça a été fait pour donner cours aux réfugiés, notamment grâce au soutien de la commune qui s'investit beaucoup dans le projet et qui y tient beaucoup. La commune, elle s'investit financièrement dans votre projet? Comment ça fonctionne au niveau? Est-ce que vous avez des subsides, des aides de la région? Oui, donc la commune nous donne nous soutient financièrement, notamment pour les travaux de salle de classe qui ont été cofinancés par la commune, ce qui a permis au club de ne pas devoir
dépenser de l'argent. Ça, c'est une chance qu'on a. Et je pense que c'est pour tout type de projet. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des soutiens, que ce soit au niveau local ou au régional ou national. Et ça, on a vraiment la chance de l'avoir. Ça nous permet de faire les choses plus confortablement. Parce que, par exemple, pour rester sur cet exemple des salles de classe, avant, les cours se déroulaient dans la cafétéria du club. Et donc, par moment, c'était pas un souci, mais vous pouvez vous imaginer que quand il y a un petit peu de monde qui vient boire un verre, c'est très bruyant, ça résonne. C'est pas idéal pour ces jeunes qui sont forcément qui peuvent être distraits par les gens qui circulent. Et donc maintenant, ces salles de classe, c'est parfait pour y donner cours. Alors, est-ce que c'était un projet tout à fait unique? Il n'y a que vous en Belgique qui menez ça, voire même au niveau de l'Europe. Est-ce que ça existe à d'autres niveaux? Alors au niveau de l'Europe, je n'oserais pas me prononcer. Et au niveau belge, quand on a lancé le projet, en tout cas, je pense on devait être un des seuls, ou je ne veux pas dire le seul, mais en tout cas il ne devait pas y en avoir beaucoup. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé le projet, on a eu pas mal d'attention médiatique. On a eu même une visite du président de l'Union belge à l'époque, qui est venu se rendre au club pour voir ce qu'on y faisait. Et depuis, comme je disais tout à l'heure, l'Union belge a lancé sa campagne Tous sur le terrain. C'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, tout à fait. Donc pour laquelle l'Union belge incite les clubs, ou les aide en tout cas, à lancer des projets similaires. Donc je ne vais pas dire que nous avons inspiré l'Union belge, mais en tout cas, c'est vrai que leur projet plus global est venu après notre petit projet, et que maintenant, c'est sûr qu'il y a pas mal d'autres clubs en Belgique qui lancent de projets similaires. Alors il y a des tas de projets différents en fonction des clubs, en fonction de leur capacité. Ça peut être simplement essayer d'affilier des jeunes dans leurs équipes, ou il y a d'autres clubs qui vont faire un petit peu comme nous, une école des devoirs avec ces jeunes. Donc il y a plein de projets. C'est ça qui est formidable, c'est que chaque club qui a envie de s'engager va le faire à son échelle, à sa manière, selon ses besoins et ses spécificités. Bien, et donc d'ailleurs il y a deux clubs ici dans le Brabant wallon qui se sont investis dans ce projet Tous sur le terrain, c'est le club d'Aincourt et de Bierge. D'ailleurs il me semble qu'une fois par an, vous rencontrez tous les clubs qui font partie de Tous sur le terrain. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a eu pas mal de séances d'information qui se sont données un petit peu partout en Belgique, où j'ai essayé d'être présent pour présenter le projet de Kraïné, mais rencontrer les clubs soit intéressés, soit déjà engagés. Et nous, ce qu'on fait à la fin de la saison, fin du mois de mai, début juin, l'année passée, on a organisé un tournoi le 3 juin. On le réorganisera l'année prochaine à cette même période, et le but c'est d'inviter tous les clubs qui ont lancé un projet similaire pour que on se rencontre, on se revoit, on discute comment ça fonctionne, et qu'on fasse un grand tournoi où toutes les équipes s'affrontent. Et alors la particularité du tournoi, c'est que dans chaque équipe il y a un mix de joueurs du club et de jeunes réfugiés, ou de jeunes qui sont intégrés dans l'équipe, pour qu'il y ait vraiment qui est vraiment ce côté intégration qui soit présent dans le tournoi. L'année passée, on a fait donc cette première édition au mois de juin. C'était vraiment une réussite, et ça m'a frappé parce que on fait des tournois classiques, on va dire, en règle générale, où il y a l'aspect compétitif, où c'est un petit peu tout le monde veut gagner, on se plaint de l'arbitrage, etc. Et là, pas du tout. C'est une ambiance vraiment bon enfant. Personne se plaignait, mais pourtant ça jouait, hein, donc c'était beau à voir. Il y avait un esprit totalement différent. Tout le monde avait compris pourquoi on faisait ça, et les entraîneurs, les joueurs s'engageaient pleinement, et c'est une belle expérience. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes, notamment des MENA, donc des mineurs étrangers non accompagnés. Quid des adultes, parce que dans ces centres faits d'asile, eh bien, on retrouve des adultes. Voilà, parfois les parents ou les pères de ces jeunes, parfois des hommes adultes seuls. Quid des adultes? Est-ce que ce projet s'étend aussi aux adultes? Et sinon, pourquoi ce choix uniquement des jeunes? Alors nous, on a décidé de travailler seulement avec des jeunes. C'est vrai qu'en grande partie, ce sont des MENA, pas tous, mais la plupart d'entre eux. Parce que le but, c'est de les intégrer dans les équipes du club. Alors c'est vrai qu'on a 2 équipes seniors,
mais c'est plus compliqué de les faire jouer à ce niveau-là, où il y a déjà des noyaux qui sont formés par les entraîneurs, et c'est pas évident d'intégrer des joueurs. Alors évidemment, ils sont pas exclus, et il y en a d'ailleurs un qui est affilié depuis le début de cette année, qui joue dans une des équipes seniors, mais le projet en soi se concentre plus sur les mineurs, parce que c'est plus facile avec toutes les équipes de jeunes qu'on a de les intégrer au club. Mais il y a d'autres clubs, comme vous le disiez, qui ont des projets différents, et certains clubs se concentrent plus sur l'équipe première, donc sur les seniors, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un centre d'accueil à proximité où il y a des bons joueurs et ils aimeraient bien les affilier. Voilà, donc comme je dis, ça dépend du club et de ses besoins. Alors, on va s'adresser un peu ou presque diplômé de Sciences Po. Bart de Wever, la NVA, par rapport à toutes ces questions des migrants, voilà, on connaît les phrases. Travailler avec les migrants, les accueillir, c'est mener un appel d'air. C'est cette phrase qu'il dit, qui est évidemment démontée par la Ligue des droits de l'homme notamment, mais pas seulement. Ici, dernièrement, dernière sortie presse de Bart de Wever qui dit, l'action des associations, alors, évidemment, il y ajoute la gauche, concourt à créer un second Calais autour donc du parc Maximilien, c'est son point de vue. Accueillir tout le monde, ouvrir les frontières, c'est mettre à mal notre système social et de sécurité sociale en particulier. Voilà, en tant que futur diplômé de Sciences Po, quel est ton point de vue par rapport à ça ? Alors je pense qu'il faut faire la part des choses. Nous, on se concentre, on essaie de travailler avec des jeunes réfugiés qui ont le statut de réfugiés. Donc on ne travaille pas avec des personnes on travaille avec les centres faits d'asile uniquement. Mais donc ils sont encore candidats réfugiés. Qui sont candidats réfugiés, mais qui ont une grosse chance pour la plupart d'entre eux d'avoir le statut. Bien que ça devienne de plus en plus difficile en Belgique, beaucoup de protection subsidiaire et de moins en moins de réfugiés. Franken a serré les boulons par rapport à ça. Mais ce n'est pas la même chose que les jeunes, ou que les moins jeunes, que les personnes qui résident par exemple au parc Maximilien, qui n'ont pas l'intention de demander l'asile en Belgique, qui souhaitent aller en Angleterre, ou des migrants économiques. C'est totalement différent. Donc nous, de ce côté-là, on n'essaie pas de faire de la politique, mais on essaie de se concentrer sur les jeunes, comme on l'a dit, qui ont ou qui vont avoir le statut de réfugié. Et alors c'est vrai que il y a toute une population d'autres jeunes. On a déjà eu la demande régulièrement de jeunes du parc Maximilien ou d'autres qui souhaitaient venir chez nous. Et ça, c'est compliqué parce que on n'a pas ce point de repère, on n'a pas ce point de contact avec les centres avec lesquels on pourrait travailler. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec un jeune qui est des jeunes à gauche, à droite. Si on commence à faire ça, on va s'y perdre. Donc, on essaie de garder la structure comme elle est actuellement et de pas trop de pas trop aller voir ailleurs. Alors c'est vrai que c'est malheureux, c'est des situations compliquées, mais c'est un débat compliqué de savoir est-ce qu'il faut ouvrir les frontières et à quel point. Bon, c'est pas à moi d'en décider, mais voilà, nous on essaie de travailler comme je l'ai dit. Est-ce que tu as l'impression de mener un projet qui fait un appel d'air finalement pour les migrants ? Non, parce que c'est pas la même chose. Nous, je veux dire que le problème, c'est quand ce serait qu'il y ait un trop grand nombre de personnes qui viennent et qui n'aient pas le droit à l'asile. Ça risquerait de poser un problème. Mais à partir du moment où ce sont des jeunes qui fuient des pays en guerre ou des situations intenables, je pense que là, c'est impossible de les retenir. Le risque, c'est d'attirer des jeunes qui viennent ou des moins jeunes. Je dis toujours le mot jeune parce que j'ai notre projet en tête, qui viennent, qui soient des migrants purement économiques. Et je pense que c'est plutôt à ça que fait référence Bart de Wever dans sa tribune cette semaine. Et donc là c'est un débat tout autre de savoir si on peut accueillir tout le monde et ouvrir complètement les frontières. Ça, c'est un vrai risque et il faut pouvoir en débattre sereinement, je pense. Alors, on va rendre les choses très, très concrètes comme ça. Est-ce que tu as un moment que tu as vécu vraiment qui t'a particulièrement marqué, positivement ou négativement, par rapport à, voilà, depuis que ce projet existe ?
les moments qui marquent le plus, c'est les rencontres avec les jeunes. J'ai le souvenir, notamment l'année dernière, d'un jeune Érythréen qui n'est venu qu'une seule fois au club, malheureusement, qui me parlait de son pays, de l'Érythrée. C'est un pays dont on parle très peu en fait, mais c'est un des pays qui est les derniers dans les classements de démocratie qu'on a à tous les pays du monde. Je pense qu'il y a peut-être en dessous de l'Érythrée, il y a la Corée du Nord, c'est à peu près tout. Mais c'est vrai qu'on en parle très rarement à la télé et dans les médias. Et il m'a expliqué quelle était sa situation là-bas, qu'il était parti seul contre l'avis de ses parents. Il devait avoir 16-17 ans. Il avait pris le chemin de la Libye, puis traversé la Méditerranée, et ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est la façon dont il racontait son histoire. C'est qu'il restait très très froid, très lucide. Il me parlait de ça comme s'il racontait ses vacances l'été dernier, où il avait traversé la Méditerranée à bateau. Et donc ça m'a vraiment frappé. Et il y a régulièrement des témoignages comme ça. De jeunes qui parlent de leur expérience, qui parlent parfois de leur famille, de leurs membres de la famille dont ils n'ont plus de nouvelles, qui sont morts, et d'amis, de frères qui ont disparu, des choses très dures, et la façon dont ils en parlent, moi j'en reviens pas. Il y a un jeune la semaine dernière qui est venu nous trouver. C'est un jeune Maiwant, il s'appelle, un Afghan qui était venu au club au début du projet. En 2015. Ensuite, il a été transféré dans un centre à Liège et maintenant il est revenu sur Bruxelles où il est dans un centre du CPAS et il a repris contact avec le club pour pouvoir s'entraîner chez nous régulièrement. Et on parlait un petit peu de son histoire. Il racontait qu'il avait quitté l'Afghanistan, il avait traversé toute l'Europe à pied. Et il racontait pays par pays son expérience, et ça c'est vraiment bouleversant d'entendre un jeune comme ça raconter tout ce qu'il a vécu, en disant que il avait traversé toute la Turquie en passant par les montagnes, et que là, de temps en temps, il passait à côté de cadavres. C'est complètement hallucinant d'avoir un jeune qui raconte des histoires comme ça. Qu'ensuite, il avait passé 2 semaines, je sais plus où c'était, dans les Balkans, en prison. Et que là il était maltraité, mais finalement ils l'ont relâché, et puis il a continué sa route pour arriver jusqu'en Belgique. Enfin, c'est complètement hallucinant d'entendre des histoires comme ça racontées par des enfants, et le plus frappant, c'est la façon dont ils racontent, comme je disais, c'est vraiment bouleversant. Effectivement, tous les témoignages, et ce sont des choses effectivement qu'on n'entend pas ou qu'on entend beaucoup trop peu finalement. On parle des grandes questions de migration, mais ces histoires humaines finalement toutes proches, ça on en entend très 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 peu parler. Oui, c'est vrai, et quand on entend ces histoires, quand c'est jeune, c'est différent de voir un reportage à la télé ou même à la radio, entendre parler de ces histoires, mais quand quelqu'un nous raconte ça, ça fait vraiment quelque chose, et on se dit qu'on peut pas faire autre chose que d'aider ces jeunes et leur donner la possibilité de s'épanouir sur un terrain. C'est quand même la moindre des choses. Après tout ce qu'ils ont vécu, après tout ce qu'ils ont traversé, c'est quand même rien du tout de leur donner au moins ce bonheur de pouvoir taper dans un ballon sur un terrain. Oui, bien que de nouveau, la politique aujourd'hui criminalise la solidarité. Oui, donc ça c'est comme on disait plus tôt, c'est un peu différent. Donc c'est des personnes qui demandent pas l'asile, qui finalement sont aidées par des citoyens. Là, ce qui est formidable quand même, c'est que des citoyens font de la politique. Et c'est un des seuls sujets où les gens s'engagent à ce point, au point de sortir et de rencontrer des migrants, et de leur dire viens, je t'accueille chez moi. Ça c'est quand même je trouve ça impressionnant et beau que des gens osent faire ça, même alors que c'est déconseillé parfois et parfois illégal. Là où c'est plus malheureux, c'est que on a l'impression souvent que l'opinion publique est plutôt hostile à une politique accueillante, et que pour des raisons politiques et électorales, il est plus facile de prendre des points assez sévères envers les migrants, envers les réfugiés, pour être populaire. Ça c'est malheureux, mais il y a rien à faire. Et donc c'est pour ça que
j'incite tous les clubs de foot ou toutes les organisations culturelles à faire quelque chose, à aller voir, à rencontrer ces jeunes au niveau local, parce que c'est là vraiment qu'on est en contact avec eux, qu'on peut prendre des initiatives et se rendre compte que c'est des personnes comme les autres, et même si parfois il y a la barrière de la langue, c'est possible via le sport ou la musique, comme vous avez dit tout à l'heure, de les intégrer, de faire quelque chose avec eux et se rendre compte que ce sont des gens normaux, qui ont plein d'histoires incroyables à nous raconter. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que club, du coup, au niveau peut-être humain ou même sportif, hein, ça peut aussi être intéressant à ce niveau-là. Ah oui, il y a peut-être des joueurs il y a moyen de vendre. Hein, à combien de millions là ça me choque. Oui. Non, à juste titre. Hein, à notre niveau, on parle pas encore de millions. Heureusement, je vais dire. Heureusement. Oui. Non, c'est étonnant pour un club de foot. C'est quand même, parce que c'est pas une fierté de dire à un moment, tiens, on a vendu un joueur. Oui, le Neymar de Krainem, quoi. Ah oui, ça, il peut venir, hein, s'il veut. Les portes sont grandes ouvertes. Non, mais c'est vrai que le projet, on n'a pas lancé on n'avait pas d'objectif sportif, on va dire, à la base. Au contraire de certains autres clubs, mais il n'y a pas de mal à ça, donc c'est tout à fait normal que certains clubs se disent on peut se renforcer en intégrant des migrants, et c'est très bien. Nous, quand on l'a lancé, c'était pas pour des raisons sportives qu'on l'a fait, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, d'ailleurs les jeunes qu'on affilie, ce sont des jeunes avec un bon niveau qui peuvent renforcer les équipes, et ça évidemment on va pas leur refuser le droit de venir jouer chez nous. Mais comme je dis, c'est pas pour ça qu'on l'a lancé. Mais voilà. Certains sont très bons, évidemment, il y a des bons joueurs partout. Ça risque pas de glisser un jour vers ça ? Non, je pense pas, parce que c'est pas pour ça qu'on le fait. Alors évidemment, on essaie tout le temps de regarder s'il y a quelques bons jeunes, et comme tout club le ferait. D'ailleurs, l'année dernière, quand on a organisé le tournoi en fin d'année, où on a invité un tas de clubs qui n'étaient pas forcément sensibles à l'intégration de réfugiés, ils se sont rendus compte, tiens, c'est vrai que c'est un vivier de jeunes qui savent jouer au foot, donc peut-être qu'on pourrait essayer d'en trouver un ou deux. Là, on leur dit non, celui-là il est déjà à Krainem, on y touche pas. Voilà. Mais donc justement, pour rester sur cet aspect humain, ou c'était pour une question justement commerciale, de dire non, on va continuer à le faire évoluer à Krainem Ah non, oui, bon, je dirais pas commercial, mais parce que parce qu'il y a un aspect commercial dans le foot quand même aujourd'hui. Oui, mais on est vraiment un club amateur, et il n'y a pas d'enjeu commercial. Non, c'est intéressant pour renforcer nos équipes, tout simplement, parce que c'est toujours mieux d'avoir des bons joueurs que des joueurs un peu plus faibles. Mais donc la priorité, c'est vraiment le côté humain, c'est d'accueillir ces jeunes. Et évidemment, si on devait tomber sur un très bon jeune qui veut partir à Anderlecht, ce serait difficile de le retenir, évidemment, mais c'est pas encore d'actualité. Mmh. Et est-ce que, je vais provoquer, est-ce que ça prend des places pour des jeunes voilà, du quartier, de la commune, voilà, qui sont pas dans cette situation de migrants? Est-ce que finalement, voilà, le fait d'accueillir des migrants, c'est des places en moins pour des jeunes plus faibles au football, en leur disant, écoute, va plutôt jouer à Ytre? Non, il faut pas le voir comme ça, parce que les équipes, au début d'année, il y a un nombre maximum de joueurs par équipe. Et là-dessus viennent se greffer alors les jeunes qui sont en provenance de faits d'asile. Donc c'est pas du tout, ils prennent pas du tout la place d'autres jeunes. Ça c'est pas du tout le cas. Et même si ça devait être le cas, même si ils devaient jouer le week-end, parce que forcément il y en a qui sont affiliés, qui jouent le week-end, et qui prennent quelque part la place d'un autre, on n'est pas encore à un niveau de rivalité ou de jalousie où on viendrait se plaindre en disant celui-là n'a pas le droit de... Non, je pense justement que les jeunes sont très contents d'avoir du renfort, quel qu'il soit. Et les parents des jeunes, du coup au niveau réception du projet, comment ça s'est passé? Mais très bien, comme je disais tout à l'heure, la réaction de la communauté du club est vraiment positive. J'ai pas eu d'écho négatif en tout cas. Donc les parents trouvent ça formidable, et ils incitent, ils remettent régulièrement d'anciennes paires de chaussures qu'ils utilisent plus pour pouvoir pour que ces jeunes soient chaussés sur le terrain. Donc non, il n'y a pas de côté des parents, ils sont très réceptifs aussi. Bon très bien.
Alors, une dernière question, moi. Est-ce que tu penses que ce type de projet est implémentable dans d'autres types de sports, donc d'autres sports collectifs? Je pense voilà, au basket, au rugby, au hockey, qui commence à avoir de plus en plus bonne presse et dont on voit un nombre d'affiliés qui augmente partout. Et alors, notamment, nous, ici, dans le Brabant Wallon, le hockey... on a quand même John Domen qui habite à Ytre, justement. Ah. Donc, la mascotte locale. Non, mais bon, voilà. C'est ton voisin pas loin. Mais bon, il est reconnu comme un joueur de hockey vraiment de haut niveau. Est-ce que ce type de projet, est-ce que c'est implémentable ou pas dans d'autres types de sports? Bien sûr, il n'y a pas de raison que ce soit réservé au football. Alors c'est vrai que le foot c'est pratiqué par tout le monde, partout dans le monde, donc c'est vrai que c'est plus facile. Il faut pas forcément être très doué pour savoir pouvoir taper dans un ballon. Ça rassure. Non, tout le monde a déjà essayé au moins de jouer au foot. Annabelle, tu as essayé? Oui, pendant mes premières années, oui. Quand j'étais petite, mais j'aimais bien. D'accord. Voilà. Mais j'étais un peu garçon manqué quand j'étais petite. Voilà. J'ai toujours ce côté un peu comme ça. Enfin, oui, bref, oui, effectivement. Revenons au foot. Oui, bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour jouer au foot. Il faut quelque chose qui soit rond, qui ressemble plus ou moins à un ballon, et puis c'est parti. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle c'est un sport universel. Mais donc d'autres sports, évidemment que c'est possible. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'Afghans qui viennent chez nous, et alors leur sport favori c'est le cricket. Ils sont vraiment, toutes les personnes qui ont côtoyé des Afghans vous le diront, ils sont fans de cricket. Ils demandent que ça, d'aller jouer au cricket. Alors évidemment, il n'y a pas énormément de clubs de cricket en Belgique. J'avais fait un tour sur internet, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est pas énorme. Alors s'il y a des clubs de cricket qui ont besoin de renforts, alors là, ils peuvent être champions de Belgique rapidement là. Alors, tu dis donc ça depuis 2015 que ce projet a été implémenté à Krainem. Est-ce que tu as été contacté justement par, toi ou d'autres du club Krainem? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres clubs, d'autres disciplines sportives, en se disant tiens, ce que vous faites là, ça m'intéresse, de venir un peu se renseigner pour voilà. D'autres clubs, oui, mais de foot seulement. De mémoire, j'ai pas eu de contact d'autres sports. Là, comme ça, je pense pas. Mais il n'y a pas de raison. Vous parliez du hockey. C'est vrai que à Bruxelles et dans le Brabant, il y a pas mal de terrains de hockey. Je sais que l'Inde est un grand pays du hockey. Je ne sais pas si l'Afghanistan est aussi développé, mais comme c'est pas très loin, pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont aussi quelques notions. Non, oui, c'est possible. Mais en tout cas, non, personnellement, non, pas encore. Bon, l'appel est lancé, sait-on jamais, effectivement. Bien, l'heure avance doucement. Benjamin, merci beaucoup. Donc tout ça, évidemment, très riche et nous donne envie de continuer, évidemment, parce que c'est un sujet, évidemment, particulièrement, moi, au niveau du Centre régional d'intégration, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse au premier plan. Et donc voilà, donc moi j'espère vraiment que ça pourra faire des émules dans d'autres clubs. Il est temps de passer à la chronique d'Annabelle. Radio27.be, bien entendu. Bon alors Benjamin, ça fait bientôt 1 heure maintenant qu'on discute de l'intégration des jeunes hommes via le sport. C'est une très bonne chose, j'ai pas de souci avec ça, mais je me demandais si tout d'abord vous accueilliez des femmes dans votre club de foot. Je dois répondre là ? Bah oui, c'est une question. Il y a des filles dans notre club, mais on n'a pas encore eu une seule fille en provenance des centres d'accueil de faits d'asile. Et donc ça c'est c'est un petit peu lié aussi à la population des MENA, qui sont en grande partie des garçons. Il y a très peu de filles qui viennent seules en Europe. Il y en a quelques-unes, j'en ai déjà rencontré, je leur ai demandé si ça vous intéresse pas de venir à Krainem. Elles étaient à chaque fois un petit peu
timide. Donc peut-être que c'est aussi culturel ou dans le football. En Belgique, il y a vraiment le foot féminin qui est en plein boom. Dans d'autres pays, c'est peut-être moins le cas. Donc c'est sans doute lié à ça. Mais en tout cas, on n'est pas contre. On ne demande pas mieux d'avoir des filles. On a de plus en plus de filles qui s'affilient chez nous et c'est très bien. Et donc, les équipes sont mixtes, garçons-filles, ou c'est des équipes filles et des équipes garçons? Dans les équipes très jeunes, les équipes sont mixtes. Donc parce les U6, U7, U8. Oui, voilà. Donc là, il y a parfois 1 ou 2 filles par équipe. Mais à partir d'un certain âge, il y a des équipes exclusivement féminines. Mais c'est plutôt à partir de 16-17 ans, une équipe senior l'année prochaine, qui sera une équipe féminine. Oui. Ouais. Ok, bon c'est bon à savoir. Bon je continue du coup vu que c'est quand même une chronique. Mais donc voilà, donc tu peux t'inscrire au FC Voilà. Crème. Ah oui, bien sûr. Oui. Je vais débouler d'ici peu. Donc voilà, en fait c'est une info qui m'intéresse parce qu'évidemment, étant une ressortissante du sexe féminin et étrangère, qui plus est, bah oui, désolée, je suis française, hein, personne n'est parfait. Je me demandais donc s'il existait des initiatives pour intégrer les femmes venant de l'étranger en Belgique ou dans d'autres contrées d'ailleurs. Donc en fait, pour info, quand je suis arrivée à Bruxelles en 2011, j'ai rapidement cherché des associations qui pouvaient m'informer sur les démarches à faire quand on est expatrié et puis accessoirement me donner quelques petits cours de bruxellaire pour m'aider à comprendre les quêtes du cru, quoi. Et donc pendant mes recherches, je suis tombée sur une association qui s'appelle Accueil des Françaises à Bruxelles. Je me suis dit super, ça c'est top, c'est pour moi, quoi. L'intitulé était sympa et puis donc je me suis dit on verra bien ce que ça donne, même si au début je me suis dit on verra, j'espère quand même que je vais pas tomber trop avec des Françaises parce qu'après peut-être que j'aurais plus envie de me faire des copains belges, quoi. Et puis donc sur papier les activités qu'elle proposait étaient nombreuses, hein, et même plutôt diversifiées. Si j'avais voulu, j'aurais pu passer tous les jours de la semaine avec Marie-Claire, Odile, Claire-Aude et Marie-Pierre. Donc je tiens à préciser que ces prénoms ne sont pas des prénoms d'emprunt. Donc elle propose entre autres tennis, vélo, dans la forêt de soigne, sortie théâtre, sculpture, jardinage, l'embarras du choix. Des activités qui me plaisaient bien a priori, mais bon, je me disais comment est-ce que je vais pouvoir concilier toutes ces activités qu'elles organisaient pendant tous les jours de la semaine avec ma recherche de pige en journalisme. Un peu compliqué, quoi. Et puis d'apprendre le bruxelleer aussi. C'est ça, ça prend du temps quand même. Bah ça. Je ne parle même pas du néerlandais, enfin voilà. Donc, vous voyez déjà la tête des journées, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et puis j'ai commencé à tiquer parce que j'ai lu un petit peu plus en profondeur leur agenda, puis il y avait marqué bridge, Scrabble, golf, peinture sur porcelaine. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, pas évident, je pense que c'est pas pour moi. Et donc la phrase qui a achevé de me convaincre que l'accueil des Françaises à Bruxelles, c'était pas pour moi, c'est quand j'ai lu « Notre maison, 6 rue Marie de Page à Uccle, est un lieu de rencontre où notre équipe de permanente vous accueille à bras ouverts. » Donc là, définitivement, je me suis dit « Je vais chercher une autre piste. » Voilà, donc bref. À la suite de recherches infructueuses, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté en termes d'intégration et j'ai donc choisi... Radio 27. Non, de sortir avec un Belge. Et donc là, au moins, c'était facile. J'ai eu des cours d'à-fond, de beer pong, de dégustation de frites, de boulettes sauce lapin et de wallon à volonté. Je me suis tellement bien intégrée que les Français me disent maintenant que j'ai l'accent belge et que c'est mon amoureux qui a chopé l'accent français. Et donc, on ne dira pas lequel des deux est perdant ou gagnant dans l'histoire, évidemment. C'est pas le... En tout cas, c'est toi qui es gagnante. C'est pas le lieu du débat. Mais donc... Voilà, maintenant que je viens de vous raconter un petit peu mes premières années en Belgique, je me suis aussi penchée sur les activités qu'on trouve ici ou ailleurs pour intégrer la gente féminine, que ce soit les femmes qui émigrent pour fuir un conflit ou bien celles qui envisagent de s'expatrier dans un cadre professionnel. Donc il faut savoir qu'au niveau des politiques d'intégration, à la base, en fait, on s'adressait beaucoup aux hommes. Les femmes étaient plus considérées comme mères de famille ou bien épouses ou simples accompagnatrices et pas comme des actrices à proprement parler du flux migratoire. Et donc depuis de nombreuses années maintenant, le nombre de femmes en fait migrantes équivaut à peu près à celui des hommes. Ce qui me semble important aussi de rappeler aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où des femmes qui vivent dans un pays en guerre décident de partir de chez elles, c'est qu'elles sont potentiellement exposées à de nombreux risques et dangers. En cours de route, les femmes courent en effet le risque de subir des violences sexuelles de la part des passeurs avec lesquels elles interagissent, mais aussi de terminer dans un trafic d'êtres humains, voire de prostitution. Et dans les cas où elles arrivent à destination, les femmes ne sont pas au bout de leur peine, puisque l'accueil sur place n'est bien souvent pas des plus chaleureux. Certes, des ONG comme Women's Refugees Commission ou Amnesty International œuvrent pour la défense des droits des femmes, mais il y a encore du boulot. Donc parmi les projets originaux d'intégration des femmes que j'ai pu découvrir et dont on pourrait s'inspirer en Belgique, il y a tout d'abord Svenska med
baby, qui veut dire suédois avec bébé. Donc l'idée est assez sympa, en fait, c'est de réunir des mamans qui sont d'origine suédoise et d'origine étrangère, en fait, de les mixer pour susciter, en fait, la rencontre et le dialogue autour des tout petits. Ah, c'est pas pour faire des bébés. Non, Ah. bah non, que des femmes, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Parce qu'ils parlent pas de papa dans l'article que j'ai d'accord. trouvé, donc visiblement c'est que pour les mamans. Et donc le projet est porteur parce que le congé parental en Suède, ça dure quand même 16 mois. Donc il y a quand même un risque d'être isolé socialement pendant 1 an et demi, quoi. Donc voilà, et c'est aussi porteur parce que la Suède en fait connaît une immigration assez importante. Du moins, je lisais qu'en 2014, il y avait à peu près 8 migrants pour 1000 locaux, donc ce qui est un des taux les plus élevés de l'Union européenne. Je crois que ça a quand même changé ces derniers temps au niveau politique migratoire. Peut-être que Patrick, t'es plus au courant sur le sujet que moi. Mais on va continuer la chronique. Voilà. Donc voilà, et donc ces rencontres, j'ai trouvé que c'était assez sympa. C'est organisé gratuitement dans les villes de banlieue de Stockholm. Et voilà, il y en a 13 par semaine. Donc je trouvais ça chouette. Donc une deuxième initiative que j'ai dénichée, alors Benjamin, je pense que ça va te plaire, c'est un projet qui propose l'équivalent en version féminine du FC Krainem. Donc aux commandes, on retrouve l'agence spécialisée ONU Femmes qui a mis sur pied en fait depuis 2014 en Jordanie des camps de football destinés aux adolescentes pour inciter les Jordaniennes et les Syriennes à se connaître, à s'apprécier et à dépasser les préjugés. Donc au programme des camps de football qui dure pendant 3 jours, il y a évidemment du foot, mais les jeunes femmes aussi apprennent la communication non violente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la formule fonctionne parce que de grandes amitiés ont déjà vu le jour entre les deux communautés de femmes. Donc c'est assez chouette. Et donc pour conclure cette chronique, je voudrais aussi parler d'un autre projet qui s'appelle les cuistots migrateurs. Donc derrière ce nom évocateur, on retrouve une poignée de chefs réfugiés originaires de Syrie, d'Éthiopie, du Népal ou encore d'Iran. Il s'agit du premier traiteur de cuisine du monde qui emploie des réfugiés et qui est actif en banlieue parisienne. Donc en fait, via le site www.lescuistotsmigrateurs.com, les internautes peuvent passer commande et découvrir des plats à la fois typiques, authentiques et dépaysants, tout en valorisant le talent de ceux qu'on pense, souvent à tort, très différents de nous. Donc parmi ces toqués doués de leurs 10 doigts, on retrouve bien évidemment des femmes. Donc il y a par exemple Fariza, la magicienne tchétchène qui, avec quelques ingrédients et un peu de temps, est capable de façonner à la main des centaines de petits raviolis en forme de rose. Voilà, c'est toujours joli à savoir. Mais s'ils sont livrés à vélo de Paris à Bruxelles... Ah oui, non, là, je conseille d'aller à Paris même, ce serait quand même plus frais. Et donc, dans les autres femmes qu'on peut voir sur le site internet, il y a des photos avec un petit descriptif, c'est assez sympa. On retrouve Zulikan, j'espère que je prononce bien son prénom. Elle aussi, elle vient de Tchétchénie. Il y a Sarah qui vient d'Éthiopie et Farah qui vient tout droit de Syrie. Donc c'est une super initiative sociale et solidaire, d'autant qu'une fois par an, lors de la journée internationale des réfugiés qui tombe le 20 juin, le Refugee Food Festival propose à ces chefs réfugiés de s'approprier les cuisines de 10 restaurants parisiens. Et donc le but, c'est vraiment le partage, une image désacralisée de la crise des migrants et une invitation au voyage. Merci Annabelle. Radio27.be, bien entendu. Benjamin, une réaction par rapport à cette chronique ? Non, c'est très bien, le projet en Jordanie. Ouais. Non, c'est formidable. Un partenariat peut-être Ah oui, c'est vrai. On pourrait les inviter à notre tournoi. Et puis en échange, aller là-bas. Exactement. J'avais encore une question par rapport à ça. On voit quand même que ici en Belgique, en tout cas, c'est quand même pas mal d'initiatives de la part des citoyens ou ici de la part d'une association, d'un club de foot en l'occurrence. Est-ce que finalement toute cette question de l'intégration, est-ce que ce ne sont pas des questions que les politiques devraient prendre ? Est-ce que les politiques en Belgique ne sont pas occupés un peu à se laver les mains et à passer finalement, à abandonner la question vers les citoyens ? Si on regarde un peu en Europe, et je reprends l'article de Mediapart, donc ce journal alternatif français à Paris, qui d'ailleurs justement cite FC Krainem dans l'ensemble de son article, reprend une série comme ça de points de vue en disant au Royaume-Uni, les subventions pour les clubs de sport sont conditionnées au respect de certains standards d'égalité et d'intégration. En Italie, la fédération de foot italien sensibilise les entraîneurs et les arbitres, dans leur cadre de la formation, aux questions d'intégration et d'antiracisme. En Autriche, le gouvernement central a mis en place un plan d'action national d'intégration qui accompagne et soutient les initiatives des clubs de foot qui favorisent l'intégration.
Le ministère des Sports finlandais a mis en place un centre de recherche qui s'intéresse aux problématiques autour de l'intégration des migrants et qui permet de collecter les informations et de faire des propositions. Donc on voit qu'en Europe, et je me base vraiment sur l'article de Mediapart pour le dire, ici une série de pays qui le pointent, c'est le gouvernement, c'est l'État qui prend ça en charge. Aujourd'hui, est-ce que notre État n'est pas occupé à lâcher les choses? Et si les citoyens le font, tant mieux, mais surtout on ne finance pas tout ça et on ne soutient pas vraiment tout ça. Même si il y a des nuances. Vous avez, vous, la chance d'avoir la commune, tu le disais tout à l'heure, qui vous suit. Mais au niveau de l'État, est-ce que c'est pas une question que l'État devrait prendre? Oui, c'est à tous les niveaux. Donc, nous, on a la chance d'avoir un soutien au niveau local, au niveau national avec l'Union belge de football et la Fondation Roi Baudouin qui nous soutient, et même au niveau européen, parce qu'on bénéficie de subsides de la Commission européenne. Et donc, c'est vrai que pour réaliser ce genre de projet, parce que si on veut réaliser quelque chose, ça se passe au niveau local. Il n'y a rien à faire. C'est là qu'on est en contact avec les gens. Donc il faut une multiplication de projets au niveau local, et c'est comme ça qu'une différence peut être faite. Et c'est vrai que pour ça il faut des subsides, il faut du financement, et comme je dis, ça se passe à tous les niveaux. Nous, on a la chance de l'avoir. Mais c'est vrai que en Belgique, quand on regarde le domaine du football, par exemple, là depuis plus d'1 an, l'Union belge maintenant y travaille, mais il y a une vingtaine de clubs qui participent activement. En Allemagne, par exemple, vous avez cité pas mal de pays, mais en Allemagne, la fédération allemande de football a fait une demande, a pris une initiative similaire bien plus tôt, avant nous même. Et il y a plusieurs centaines de clubs qui participent et qui reçoivent, et chaque club reçoit une petite commission pour intégrer des jeunes. Donc là, quand on compare ça à notre pays, c'est vrai que c'est dérisoire. Et donc c'est évidemment nécessaire que au niveau national, régional, local, il y ait il y ait ces fonds qui soient disponibles, il y ait ces initiatives qui soient prises pour inciter les clubs, et ça se passe à tous les niveaux, c'est sûr. Annabelle, est-ce qu'il est temps de passer à notre dernière rubrique, à notre petit jeu? Mais oui. Là, on a préparé un petit jeu pour toi. Donc tu vas découvrir ce que c'est. Je suis impatient. On va encore faire un petit coup de sifflet. Bon alors Benjamin, voici les règles. Comme tu vois, oui, tout à fait. Merci. Donc Patrick prend un gros dictionnaire, et donc en fait le jeu est le suivant. Il va feuilleter en fait le dictionnaire, et quand tu veux, tu lui dis stop. Et en fait, le premier mot sur lequel il tombe, c'est pour toi, quoi. Et donc tu devras dire ce que t'évoque ce mot, ce à quoi ça te fait penser, etc. Donc tu as droit quand même à un joker. On est sympa, t'as vu. Donc, oui, mais à utiliser qu'une fois. Oui, un joker unique. C'est comme les remplacements en foot. Je veux dire, c'est comme chez Jean-Pierre, c'est joker unique, quoi. Donc voilà. Donc top départ, et tu dis stop à Patrick quand tu le sens. Voilà, alors c'est le mot chaussette. Chaussettes, la première chose à laquelle je pense, c'est les chaussettes la collecte de chaussettes qu'on a fait au club. Oui, parce qu'on n'a pas seulement fait une collecte de chaussures, on leur donne également des chaussettes, des shorts, des maillots. On leur donne un équipement complet. On en parlait tout à l'heure, pour qu'ils soient identifiables comme joueurs du club. Donc il faut savoir que chez nous, tout le monde s'entraîne avec un équipement du club, aux couleurs du club, avec les chaussettes jaunes et bleues. Et donc il est essentiel que tous les joueurs du club, d'ailleurs, ils ne peuvent pas monter sur le terrain s'ils n'ont pas les chaussettes aux couleurs du club. Voilà, on est très strict. Et donc évidemment, les jeunes réfugiés qu'on accueille, eux aussi, doivent avoir leurs chaussettes et tout l'équipement en jaune et bleu. Alors, cet équipement reste au club ou est-ce qu'ils partent avec dans le centre fait d'asile? Ça dépend des jeunes. Ceux qui sont, on va dire, des résidents permanents,
dont on sait qu'ils vont rester toute la saison, eux, évidemment, on leur offre une tenue qu'ils peuvent garder, laver chez eux. Comme ça, c'est plus simple. La semaine d'après, ils reviennent avec leur équipement comme tout jeune du club. Pour les autres qui ne viennent que quelques fois, parfois il y en a qui viennent qu'une ou deux fois. Donc là, on a des tenues au club qui sont lavées. Parce que sinon ça ferait beaucoup trop si on doit donner à chaque jeune qui vient, au final on s'en sort plus. Donc voilà. Et quoi, alors il y a un grand bac dans lequel il y a toutes les chaussettes, un grand bac dans lequel il y a tous les shorts, un grand bac dans lequel et donc quoi, ils plongent dans le bac pour trouver les tenues ont des tailles différentes évidemment. On le fait pour eux évidemment. 18, c'est pour ça. En fait, c'est pour ça je vous l'ai pas dit, mais c'est pour donc ça. Donc c'est toi qui plonges dans le bac. C'est pour ça qu'on met 1 heure de cours de français avant, parce que là on fait la sélection à ce moment-là. En fait, c'est pas du tout pour leur donner du français. C'est à ce moment-là qu'on va chercher les affaires à leur taille et qu'on prépare tout pour eux. Voilà. Donc ils doivent simplement regarder les chaussures à leur taille. Ça, c'est à chaque fois ce qui prend le plus de temps, parce qu'il y a un bac à chaussures énorme. Et trouver la droite et la gauche. Et oui, voilà, c'est pas évident. ça prend beaucoup de temps. Oui, parce que j'ai lu une étude et en fait le divorce a augmenté chez les chaussettes. Et donc c'est très difficile de retrouver la droite et la gauche. Et nous, on a... mais qu'est-ce qu'il va me dire? Quelle est l'info? C'est l'humour belge, Annabelle. C'est des chaussettes qui sont qu'on peut mettre aux 2 pieds. Donc il n'y a pas de pied gauche, mais c'est heureusement, parce que sinon on n'y arriverait pas. Et alors tu disais jaune et bleu, mais c'est pas les couleurs de l'Union, ça? Aussi, oui, mais ils ont pas réservé les couleurs. Hein, alors moi j'y connais vraiment rien au foot, mais moi je pensais que chaque club avait ses couleurs et que c'était spécifique et qu'on ne pouvait pas avoir les mêmes couleurs qu'un autre club. Alors il n'y aurait pas beaucoup de clubs. Hein, oui, c'est ça. Oui, mais enfin le nombre de couleurs, il y en a certains qui ont des damiers, des maillots à damiers, ça j'ai déjà vu, ça qui court sur le terrain. Oui, non, c'est vrai. Mais l'Union n'a pas le monopole du jaune et bleu. Ils partagent avec nous, entre autres. Ah oui, non mais vous c'est bleu et jaune et eux c'est jaune et bleu. Ça doit être ça. Bon, on fait un deuxième mot alors. C'est parti. Stop. Alors, on va prendre le mot cricket, justement. Ah, cricket, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, c'est le sport préféré des Afghans, clairement. Je le savais pas personnellement au début, et maintenant je peux pas l'ignorer. Donc, et comment tu l'as découvert? Parce que donc au début, les jeunes qui venaient, on se rendait compte que certains adoraient le foot. Mais d'autres étaient un petit peu plus hésitants. On se disait mais pourquoi est-ce que tu es venu? Alors on t'a obligé? Non, mais je pensais que j'allais faire un autre sport. Et moi mon sport c'est le cricket. Ah, ok. Et puis quand la semaine d'après un autre jeune nous dit la même chose, ouais, est-ce que ce serait possible de jouer au cricket plutôt qu'au foot? On commence à avoir des doutes, et puis à un moment on a compris que c'est vraiment leur passion. Et c'est drôle parce que quand on en discute avec des travailleurs dans les centres de fait d'asile, ils nous disent que c'est vraiment l'activité qu'ils doivent planifier toutes les semaines et essayer de faire une sortie. Alors quand il fait beau, c'est pratique, ils vont au parc et il faut pas beaucoup de matériel pour jouer au cricket. Il faut une sorte de batte, un peu plate comme ça. Oui, c'est ça. Et une crosse un peu. Et une balle. Et alors la difficulté, c'est de trouver cette batte parce que ça vaut de l'or. Nous on n'en a pas au club, évidemment on se préoccupe pas de ça, mais le jour où on en a une, à mon avis il se battrait pour l'avoir. Et par rapport au centre fait d'asile, les jeunes s'inscrivent de manière volontaire. C'est l'éducateur qui travaille là qui motive ou impose entre guillemets oui, aux jeunes. C'est ça, c'est les éducateurs sur place qui s'en chargent. Ils savent très bien à quelle heure on va venir, quel jour et combien de jeunes doivent être prêts. Et évidemment, on essaie de faire en sorte que ce soit des jeunes qui ont envie de jouer au foot. Parce qu'on a eu au début quelquefois la blague d'avoir des jeunes, comme je disais, qui venaient mais qui pensaient qu'ils allaient pouvoir jouer au cricket. Et donc non, évidemment, là ils sont un petit peu déçus. Alors pour la plupart d'entre eux, c'est pas difficile de les motiver, mais c'est vrai que quelquefois, quand eux viennent, eux se rendent chez nous, ils ont un petit peu de retard, ou bien ils viennent après les cours de français par exemple, ou c'est arrivé quelquefois qu'ils ne viennent pas du tout. Donc c'est pour ça maintenant qu'on va les chercher pour éviter, même si au final sur le terrain ils s'amusent bien, mais parfois c'est un petit peu difficile de se mettre en route. Donc on va les chercher quand c'est possible, pour être sûr qu'ils soient là à l'heure. Et alors, mais il y a une gestion quand même, parce que voilà, tu arrives au centre fait d'asile, tu t'attends à avoir 10 jeunes, et puis pour une raison X ou Y, il y en a 6 qui sont devant.
voilà, tu fais quoi? Tu cours dans le centre fait d'asile non, ou tant pis, il y en a 6 et puis Quand il y en a 6, c'est pas un problème parce que les cours peuvent avoir lieu et les entraînements auront toujours lieu. Ils seront moins nombreux, c'est pas un souci. Le souci qu'on a déjà eu, c'est qu'ils soient 20, par exemple. Ah oui, le contraire, quand même, trop, évidemment. Là, c'est embêtant, oui. Et donc ça, on s'en est assez vite rendu compte. C'est pour ça qu'on limite à 10 par jour, parce que le nombre d'équipes est limité et on peut pas mettre 10 jeunes d'un coup dans une équipe. Là, ça perturbe complètement l'entraînement. Et là, je peux comprendre le coach qui n'est pas content et qui vient me dire non, ça va pas. Donc là, on a déjà eu la blague l'année passée qu'on allait chercher un groupe d'une dizaine et qu'une autre dizaine venait en métro parce qu'il y avait eu un souci de communication. Donc on s'est retrouvé avec 20 jeunes et là c'est pas gérable évidemment. Et donc tu montes d'autres entraîneurs sur le terrain pour... Bon, je pense qu'on avait fait un match entre eux justement, comme ils étaient une vingtaine, on avait fait 10 contre 10 parce que c'est la seule chose à faire. On peut pas imposer ça aux entraîneurs ni aux profs, c'est déjà compliqué parce qu'il y a les enseignants, on en a 2 par jour. Pour qu'il y en ait un qui parle avec les plus francophones en général et l'autre qui soit avec les anglophones ou ceux qui parlent pas trop français, et ça fonctionne bien, ça fait des petits groupes, mais devoir gérer un groupe de 20 jeunes, ça commence à faire beaucoup, c'est pas évident. Et donc, tu es tous les jours au club alors, parce que c'est toi le responsable de ce projet? C'est ça, oui. Donc là, c'est 3 fois par semaine. Donc je suis là 3 fois par semaine. Je suis pas le seul à m'en occuper. Comme je disais, il y a toute une équipe. Il y a les entraîneurs, il y a les professeurs, il y a tous les bénévoles qui s'en occupent. Il y a quelqu'un qui leur fait à manger aussi, ça on n'en a pas encore parlé. Ah, donc, effectivement. Après chaque entraînement, ils ont droit à un repas au club. Et ça se passe à la cafétéria du club pour qu'ils ne rentrent pas le ventre vide. Ouais, c'était un des mots que j'allais prendre dans le dictionnaire, que j'allais tomber par hasard dans le dictionnaire, c'était repas. Et voilà. Donc, alors parlons-en. Donc, et quoi, il y a quelqu'un qui cuisine au sein même du club? C'est ça, oui. Donc on a une petite cuisine au club et donc après chaque entraînement, ils ont droit à un repas. Et c'est un moment assez important, je trouve, parce que c'est un moment de sociabilisation, parce qu'ils sont assis, ils dînent ensemble au club, et il y a pas mal de circulation, il y a des gens qui peuvent leur poser des questions et vraiment faire connaissance avec eux à ce moment-là. Donc je pense que c'est un moment important et ça fait partie du projet vraiment. On y tient beaucoup à ce moment-là parce que là on peut vraiment apprendre à les connaître les joueurs qui ont passé un moment avec eux sur le terrain peuvent là vraiment communiquer avec eux et connaître leur histoire. C'est là qu'on apprend leurs histoires, qu'on apprend tout ce qu'ils ont vécu. Donc c'est très important. Allez, mot suivant. Stop. Rencontre, yeux dans les yeux. Oui. c'est lié. C'est un mot dans le dictionnaire. Ah oui. C'est lié au repas, je pense. Hein, la rencontre. Le fait de pouvoir être en contact avec ces jeunes, comme je disais tout à l'heure, c'est complètement différent d'entendre ces jeunes raconter leur propre histoire et de pouvoir les voir. Ça reste des êtres humains évidemment, mais c'est quand même c'est un objet quelque part dont on parle, le réfugié. Et là on peut enfin voir ce que c'est et on le perçoit complètement différent quand on un peu comme les zoos humains à une époque. Comme les zoos humains, on appelait ça, donc on voit les zoos avec les animaux. Ah oui, les zoos. Les os. Oui, pas les os. Je ne fais pas une liaison. Non, les zoos humains, voilà. Donc c'était à l'époque, par exemple, lors de l'exposition universelle ici en Belgique, hein, il y avait un espace où on avait mis des personnes africaines avec des huttes, etc. Enfin, on avait reconstitué des décors. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Ils sont restés quelques jours et puis après ils sont justement partis, c'est ce qu'on évite de faire, d'en faire un zoo humain. Parce que donc ces jeunes doivent être considérés comme des jeunes à part entière du club. C'est pour ça, comme je disais, qu'on les habille comme tout jeunes du club et qu'on essaie de les mettre dans la situation la plus confortable possible. Et les jeunes alors de l'équipe avec qui ils ont joué restent alors pendant le temps de repas, ils continuent à avoir cet échange. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parfois on organise des repas collectifs. Pour un petit peu forcer les choses. C'est pas évident. Quand il faut s'imaginer des adolescents belges de 16-17 ans, on leur impose de devoir
tisser des liens d'amitié avec des jeunes dont ils parlent pas forcément la langue. Bon, à leur place, je resterais peut-être aussi dans mon coin avec mes copains. Donc parfois, il faut un petit peu leur tendre la main et leur dire. On a fait ça à une époque où on nommait des parrains dans chaque équipe. On disait voilà, toi tu es le parrain de tel joueur et tu vas devoir lui expliquer, lui donner des consignes pendant l'entraînement et le guider, lui montrer où sont les vestiaires, etc. Et donc c'est pas toujours évident parce que forcément on sait comment c'est un jeune adolescent. Un petit peu renfermé, donc rebelle. Ou rebelle, oui. Mais donc, on leur explique ça, c'est important parce qu'on communique beaucoup avec eux pour éviter les malentendus. Et donc, parfois, ils nous reprochent même de trop communiquer. Ils nous disent, mais on sait ce que c'est un réfugié, vous nous avez déjà parlé plein de fois. mais c'est important, je pense, vraiment qu'ils comprennent l'enjeu et qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. La communication envers les enfants, mais aussi envers les parents, parce que je disais tout à l'heure que j'ai pas encore eu d'écho négatif, mais il suffit, ça veut pas dire qu'il y en a pas eu, et il suffit d'une mauvaise langue qui ait mal compris quelque chose et qui pense que un jeune va prendre la place de son fils ou que ça va lui coûter de l'argent ou des choses comme ça. Donc ça, on essaie vraiment de bien communiquer que c'est pas le cas, que ça ne coûte rien aux parents du club. Et on espère que comme ça, on évite les malentendus, parce que sinon, le manque de communication, c'est le pire parce que n'importe quelle rumeur peut devenir une vérité. Je lisais aussi dans un des articles, enfin dans l'article qui date d'il y a un an, hein, tu vas encore me dire, mais je lisais aussi que même entre les personnes migrantes, parfois il fallait que tu sois là pour qu'ils communiquent entre eux. Et je lisais par exemple que il y avait des Afghans d'un côté et des Afghans d'un autre et qui se parlaient pas. Et puis que c'est toi qui es arrivé, qui t'es dit mais tu sais qu'ils sont Afghans aussi, et t'as créé le lien. Donc, enfin c'est étonnant quand même. Oui, c'était assez étonnant. En fait, c'était parce que il s'agissait de jeunes qui se connaissaient pas. Il y avait un groupe qui venait d'un centre de fait d'asile et un autre qui venait d'une maison d'accueil des SOS Villages d'enfants, située à Krainem, avec laquelle on travaillait l'année dernière. Il y avait quelques jeunes qui venaient s'entraîner chez nous. Et donc, les jeunes de fait d'asile étaient scolarisés en français et les jeunes des SOS Villages d'enfants en néerlandais. Et donc, il s'agissait d'Afghans. Mais avec certains je parlais en français, avec d'autres en néerlandais, et donc eux ne se doutaient pas qu'ils étaient compatriotes, et donc j'ai dû leur dire, et là il est parti 2 mots en pachtoun, et puis c'était lancé. C'était parti quoi. Ouais. Mais donc toi maintenant, donc tu parles français, néerlandais, anglais, pachtoun, ouais. Érythréen. Les 3 premières, oui, les autres. Quand même quelques mots quand même. Oh, je les oublie, j'essaie parfois parfois on se fait des cours de langue mutuelle, mais c'est compliqué parce que j'en ai pas beaucoup d'utilité, si ce n'est avec eux. Oui, c'est ça, effectivement. Allez, on va encore en faire un à 2 mots. D'accord, Annabelle? Benjamin, t'es d'accord aussi? Allez, stop. Solidarité. Ah oui, solidarité, oui, je pense que on en a déjà parlé beaucoup. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet. C'est parce qu'on a une certaine conviction de solidarité. Dans le club, on est un club engagé socialement depuis longtemps. On fait beaucoup on tient beaucoup à cette multiculturalité, à ce mix non seulement de nationalités au sein du club, mais aussi de milieux sociaux. Et c'est ce que le football permet de faire formidablement, de rassembler des jeunes, les moins jeunes, de milieux totalement différents. Et comme j'en ai déjà parlé de cet élan de solidarité qu'il y a eu au sein de notre club pour l'accueil pour aider ces jeunes à s'intégrer dans le club, mais ça va au-delà du club, et j'espère qu'on pourra inspirer d'autres clubs ou d'autres organisations à lancer des initiatives similaires. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le sport est un vecteur d'intégration? Je pense qu'on en est la preuve. Il y en a qui parlent de meilleurs vecteur d'intégration. Est-ce que tu partages ce point de vue? Ça dépend de la personne évidemment, mais quelqu'un qui est passionné de sport sera plus facilement intégré en pratiquant du sport. Il y en a d'autres qui sont moins sensibles au sport et qui vont peut-être via la musique ou la culture, le théâtre, je sais pas. Donc il y a plein de moyens, mais c'est vrai que le sport, le sport, notamment le football, comme c'est pratiqué partout dans le monde, c'est beaucoup plus facile d'intégrer des gens parce qu'ils parlent, c'est parfois le seul langage qu'ils ont en commun, c'est le sport, c'est le football, et donc à défaut de parler la même langue, ils peuvent
ils peuvent de cette manière se rencontrer et puis le reste ça fait tout seul. En termes de date, le tournoi où on ça rassemble justement l'ensemble des équipes qui sont intégrées dans le projet Tous sur le terrain, tu as déjà la date La date reste à déterminer, on est en train d'en discuter maintenant. En général, le mois de mai, donc la saison footballistique classique se termine fin avril. Le mois de mai est réservé au tournoi où toutes les équipes se rencontrent encore une fois. Et c'est pour ça que l'année dernière on l'avait fait le 3 juin et donc ce sera sans doute à la même période. La date reste à fixer, mais ce sera sans doute le premier week-end de juin ou le dernier week-end du mois de mai. Donc ça, on pourra trouver les informations sur le site de FC Krainem. Exactement. En googlant un peu, et on partagera la date sur notre Facebook, C'est puisque Soyons Curieux a sa propre page Facebook. Et on vous invitera au tournoi. Chouette. Vous pouvez préparer une équipe déjà. Alors on est déjà deux. Annabelle, tu disais que tu joues au foot. Une personne et demie. Moi, je sais pas si je compte pour une personne. Bon, tu seras dans le goal alors. Bon, le gardien, c'est le demi, il court pas. Ouais, mais je préfère courir en fait. Plutôt que de. Sinon, je vais me cacher. Je vois déjà le truc. Bon, et on demandera à Paul aussi. Bien. Donc, notre émission Soyons Curieux touche tout doucement à sa fin. Mais avant de clôturer cette émission, donc qui est la première de l'année 2018, Benjamin, nous t'avons demandé 3 morceaux de musique. Et donc, finalement, nous avons fait le choix de passer Sun de Caribou. Alors, pourquoi ce choix ? Alors pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup. Et puis aussi parce que ça parle. Le titre c'est Sun, le soleil, qui nous manque beaucoup ces dernières semaines. Je pense que le mois de décembre était un des mois les moins ensoleillés. 10 heures d'ensoleillement. Oui, c'est terrible. Au final, on ne sait plus. On sait plus à quoi ressemble le ciel bleu. Et puis aussi parce que c'est ce qu'on essaie de faire quand on a lancé ce projet, c'est d'apporter un petit rayon de soleil dans le quotidien de ces jeunes qui est pas toujours très rose. Ils ont non seulement un passé assez compliqué, puis le quotidien qui ne doit pas être très chouette quand ils sont enfermés toute la journée dans les centres. Et l'avenir qui est peut-être aussi flou. Et l'avenir, oui, on ne sait pas. Et donc voilà, un rayon de soleil pendant un instant sur un terrain de football, c'est tout ce qu'on peut leur offrir et c'est déjà pas mal, je pense. C'est effectivement extrêmement important, je crois. Et on ne se rend pas compte nécessairement, on ne mesure pas nécessairement l'importance de cela et de cette rencontre humaine qui est extrêmement enrichissante, je crois, même pour les jeunes qui peut-être font un peu comme ça, probablement sont touchés et voilà, ça les nourrit en tout cas pour les adultes qui vont le devenir, quoi. Ouais, une très belle conclusion, mais en tout cas j'étais très contente de passer cette heure et demie avec tous les deux. Et donc merci encore Benjamin d'être venu de Krainem pour nous parler de ce très beau projet sur les ondes. Merci à vous de m'avoir invité, merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin, merci à toi Annabelle, et j'en profite pour te fixer rendez-vous et ainsi qu'à nos auditeurs le vendredi 23 février à 16h pour un Soyons Curieux, une émission durant laquelle nous donnerons la parole à Pierrot qui sera là en tant que représentant des jeunes de Genappe impliqués dans les mouvements en transition. Donc oui, même les jeunes rentrent dans les mouvements en transition. Oui, et heureusement. Hein. Ah bah heureusement, oui. Donc, mais c'est un futur bobo peut-être. En fait, ça on verra avec lui. Oui, c'est ça. On en discutera le mois prochain. Et du coup, on mettra toute une série d'informations, notamment par rapport à l'émission d'aujourd'hui sur notre page Facebook, évidemment. Et puis, bah voilà, vous pourrez y laisser vos commentaires, vos apports personnels avec plaisir. Et puis, bah voilà, on se quitte sur cette belle chanson Sun et au mois prochain. Radio27.be, bien entendu.
sun, 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 sun,